Même avant que l'ère du chemin de fer, à partir de 1830, n'engendre une demande massive de financement extérieur, les puissances militaires d'Europe ont constaté que la dette souveraine pouvait être une source abondante de financement. Les émissions importantes d'obligations britanniques pour faire face aux armées révolutionnaires françaises après 1793 ont conduit à une expansion énorme des affaires pour les courtiers qui gagnaient leur vie en négociant la dette nationale britannique dans les cafés autour de la Exchange Alley de Londres et dans le lobby de la Banque d'Angleterre. En 1801, ces traders et courtiers ont ressenti le besoin de créer un espace dédié au trading pour servir leurs clients et faire prospérer leurs affaires. 260 traders ont levé 20 000 livres sous forme de 400 actions de 50 livres pour construire une nouvelle bourse, la London Stock Exchange. Dès le début, la LSE a strictement interdit aux membres d'être associés de quelque manière que ce soit à une banque. Les banquiers étaient appréciés pour leurs services facilitant les paiements et attestant de la solidité des sociétés souhaitant s'inscrire à la bourse de Londres. Mais le souvenir des ravages causés par les faillites bancaires pendant la bulle des mers du Sud, puis Boyd, Benfield Co., ont persisté jusqu'au Big Bang de 1986. Les marchés officiels des actions et des obligations au Royaume-Uni étaient la bourse de Londres et les bourses provinciales, beaucoup plus petites. Ces marchés étaient loin d'être efficaces. Lavington, en 1921, estimait que, sur plus de 35 000 émissions de titres au Royaume-Uni, seulement 5 000 étaient officiellement cotés en bourse. De ce nombre, moins de 400 ont à tout moment un marché libre. Aux États-Unis, comme nous l'avons précisé dans les épisodes précédents, les investisseurs se réunissaient jusque-là dans des lieux désignés, tels que l'arbre de Buttonwood à Wall Street, ou dans des cafés. Le 17 mai 1792, 24 courtiers ont signé l'accord de Buttonwood à Wall Street. L'organisation a fait de la Tontine Coffee House son siège social et s'est concentrée sur les obligations d'État. 25 ans plus tard, le 8 mars 1817, l'organisation devint officiellement le New York Stock and Exchange Board, devenu plus tard le New York Stock Exchange. Tout au long du début des années 1800, la bourse de New York s'est développée au-delà des obligations d'État et des actions bancaires. Le lieu a changé plusieurs fois, avant de s'installer à son emplacement actuel au 11 Wall Street en 1865. L'édifice néoclassique a été classé monument historique en 1978. Retour en France, où comme nous avons pu le voir, les Français connaissent déjà les joies de l'échange d'actions depuis 1639. À Paris, la bourse a occupé plusieurs espaces, dont l'hôtel de Nevers au XVIIIe siècle. En 1808, Napoléon Ier pose la première pierre du palais Brongniart, conçu par l'architecte Alexandre Théodore Brongniart, et destiné à accueillir la Bourse de Paris, institution considérée d'ordre public et appréhendée par l'empereur comme le thermomètre de la confiance publique, à cause de la présence des rentes à 5%, qui composent l'essentiel de la cote officielle, et dont le cours est suivi avec assiduité par Napoléon Bonaparte. Le bâtiment est finalement inauguré sous la Restauration le 4 novembre 1826. Grâce aux cotations étrangères notamment, la Bourse de Paris n'a cessé de briller depuis son installation au Palais Brongniart, que ce soit lors de la grande spéculation sur les premiers chemins de fer au milieu du XIXe siècle ou les grandes opérations financières de la fin du XIXe, comme le Panama, Suez et les emprunts russes. Les liens entre les bourses provinciales et les bourses centrales ont commencé dans les années 1830. Les courtiers, que ce soit à Londres notamment ou en province, n'ont fait qu'agir à titre d'intermédiaire entre les bourses pour leurs clients. Mais dans les années 1860-1870, pour profiter de l'expansion du réseau télégraphique dans les îles britanniques, puis sur le continent européen, et finalement aux États-Unis en 1866, les compétences des opérateurs boursiers ont été étoffées par une innovation désormais généralisée qu'on appelle l'arbitrage. L'arbitrage consistait à acheter à bas prix sur un marché pour revendre à un prix plus élevé sur un autre marché. Le télégraphe a inventé l'arbitrage.